Bienvenue sur Antenne Caraïbes Internationale, le carrefour littéraire. Nous sommes en direct au Salon du Livre 2011 à la porte de Versailles. Année des Outre-mer, un hommage au poète, à l'essayiste, le philosophe, le rebelle, le romancier, Édouard Glissant. Julienne Salva, bonjour. Bonjour. Alors Julienne, enseignante, vous exercez votre profession en Martinique et à La Réunion. Votre carrière de comédienne amateur vous permet de participer à des tournées dans l'océan Indien, Maurice Comores, également récitant dans des émissions culturelles, radio et TV et animatrice de manifestations poétiques et culturelles. Dans quel voyage sans cesse renouvelé vous nous plongez dans Camille? Alors dans Camille, je fais les itinéraires traditionnels, hein, c'est-à-dire que je vais de la Martinique à Paris ou à Bordeaux et à l'île de la Réunion, c'est-à-dire que je vais de l'archipel des Caraïbes à l'archipel des Mascareignes dans l'océan Indien. Voilà. Dans les nouvelles, dans les poèmes, il y a une fidélité à vos racines, à vos origines aussi, à votre pays, entre traditions populaires et proches et à la fois lointaines. C'est vrai que j'ai commencé par écrire de la poésie et que je me suis trouvée dans une situation un peu particulière puisque j'ai écrit depuis l'île de la Réunion avec un vocabulaire et un environnement qui étaient ceux de l'île que j'habitais, qui m'avaient adopté, mais qu'en même temps, ce que j'écrivais me renvoyait évidemment à mon île natale, c'est-à-dire la Martinique, avec le volcan, avec la mer et puis avec notre passé évidemment que j'essaie de montrer de façon assez sensible dans certains des poèmes. Voilà. La littérature, l'oralité, le tissage de la mémoire. La mémoire pour Camille dans ce récit d'hier et d'aujourd'hui. Donc il s'agit d'un ensemble de nouvelles qui se situent à la Martinique et à La Réunion, et même à Paris pour une partie d'entre elles, où j'ai essayé de donner une espèce de panorama un peu biographique. Voilà. J'ai voulu raconter des histoires dans lesquelles j'étais plus ou moins impliquée ou que j'avais entendu raconter dans ma famille ou autour de moi et par lesquelles j'essaie de montrer des personnages simples, des personnages traditionnels comme mon grand-père mulâtre de Ouf, qui était un paysan illettré mais qui avait vécu quelque chose de très fort. Des femmes qui représentent cette image que nous savons, que nous connaissons des Antillaises, qui est l'image de la femme potomitan, la femme qui sait se battre pour élever ses enfants, pour accéder à un certain idéal. Et puis j'ai aussi laissé traverser ce recueil par des expériences qui me sont survenues dans l'océan Indien et qui m'amènent à parler de la relation entre les Antillais et les Réunionnais et puis de la relation entre les Blancs et les Noirs. Voilà. Et puis enfin je termine par un récit qui est complètement inventé où j'anticipe un peu sur une mort qui est probablement la mienne et qui m'amène à revenir doublement au pays natal, puisque dans le récit de cette agonie, la personne revoit les images de l'Afrique qui lui ont été transmises à la fois par sa culture, par son instruction universitaire et par l'oralité dans sa famille. Et puis en même temps, il y a un autre retour qui est l'arrivée vers elle, au moment où elle va mourir, de ces pays qu'elle appelle les pays revenants, de telle sorte que la mort, ce sont les retrouvailles avec une terre natale dont on ne sait pas trop très bien d'ailleurs quel en est le contenu et la vraie nature. Le contenu et la vraie nature, l'essence de la pensée, où se situe dans ce récit la pensée de la narratrice nouvelliste que vous êtes, Julienne? Bon, je ne vais pas être prétentieuse, je ne crois pas qu'il y ait une pensée formelle. Je crois simplement qu'il y a des choses qui me viennent de l'éducation, qui me viennent de mon parcours personnel, à la fois l'expérience de la femme que j'ai été, de l'universitaire que j'ai été, de la mère de famille aussi, et puis
l'ensemble, le stock en quelque sorte de références auxquelles j'ai eu accès à travers ce qu'on m'a donné mon éducation et puis l'école et puis l'expérience même de la vie. Voilà. Donc c'est pas une pensée à proprement parler, c'est un tissu d'expériences vécues, tout simplement. Nous rendons hommage à Édouard Glissant, à vous. Oui, alors j'ai eu l'occasion de rencontrer Édouard Glissant dans un lieu extraordinaire dans le Pays Basque, où il avait été invité à un festival et où je me trouvais avec d'autres amis antillais. C'était quelqu'un d'extrêmement fascinant. J'ai regretté de ne pas avoir la hardiesse nécessaire pour me rapprocher de lui. Je crois qu'il avait lu certaines choses que j'avais écrites parce qu'il en a fait allusion assez discrètement. Mais surtout, ce qui se passe depuis quelque temps, c'est que je me plonge dans deux œuvres très importantes. L'une d'elles, c'est quelque chose qui s'appelle, c'est pas le Nouveau Monde, mais c'est quelque chose comme ça, mais surtout la Cohue du Lamentin, où finalement je me rends compte que toutes ces intuitions que j'avais, toutes ces choses que j'exprimais de façon maladroite sur le tout-monde, sur le métissage, sur le concept de relation, etc., tout cela a été traduit, tout cela a été formalisé de façon magistrale dans l'œuvre d'Édouard Glissant. Et ça me fait énormément de bien. Et je lui en suis reconnaissante. À la fois Noir de Toussaint Louverture de Barack Obama, Galahed 2009, écrivain, philosophe et directeur artistique. Vous êtes aussi dramaturge. Alors dans ce court essai, quelles sont les grandes figures historiques dont vous faites référence? Écoutez, évidemment Toussaint Louverture, Barack Obama bien entendu, mais également Nelson Mandela. Ce sont ces grandes figures qui me semblent être des figures significatives de ce que c'est que la condition noire et la capacité de dépasser cette condition pour aller vers une dimension universelle. Alors qu'est-ce qui est important dans le combat de ces grands hommes? Ce qui a fait leur ressemblance et le lien entre ces trois personnages, c'est en fait qu'ils ont réussi à sortir leur propre peuple d'un enfermement en intégrant la possibilité de l'alliance avec l'autre. C'est-à-dire, penser qu'il n'y a pas de révolution qui soit une révolution enfermée sur soi, ou sur une espèce de nous, une identité fermée, mais une révolution qui suppose la participation de l'autre en tant qu'autre. Et donc, par exemple, quelqu'un comme Toussaint Louverture a compris la nécessité, pour créer une nation haïtienne, de faire appel aux anciens maîtres qui ont voulu participer à sa révolution en tant qu'ancien esclave devenu lui-même maître, sans pour autant chercher à renverser ce maître-là, ce nouveau maître, puisque Toussaint Louverture leur avait pardonné leur action passée. Donc, chez Barack Obama, on trouve à peu près la même chose, c'est-à-dire que Barack Obama ne s'est jamais présenté comme le président noir des États-Unis, mais le président des États-Unis étant accidentellement noir. Étant un noir, mais ce n'est pas d'abord le président noir des États-Unis. Pareil, en fait, pour Nelson Mandela, lorsque Nelson Mandela arrive au pouvoir, il aurait pu fort bien opérer un massacre et en fait jeter tout à fait l'ensemble des fils de Boer et les Blancs, les Wasps, etc. en dehors de l'Afrique du Sud. Non, il a dit que l'Afrique du Sud est une nation multicolore et de ce fait, il a voulu dépasser cette opposition noir-blanc pour faire une véritable nation qui inscrit les Noirs, les Indiens et les Blancs, et même les Chinois dans une unité. Voilà, c'est en fait cette sagesse-là qui fait l'unité de ces trois grands hommes. La pertinence de votre écriture sur l'essai et fondamentalement la question de l'identité, l'intégration de cette société occidentale. Comment vous la transmettez?
Je pense que transmettre cette chose-là, c'est la transmettre à travers donc l'analyse historique, hein, la compréhension à travers une pédagogie totalement cohérente à tous les enfants, à toute la nation, parce qu'en réalité, par exemple, les préjugés et le racisme, c'est simplement un manque de savoir. Nous rendons hommage à Édouard Glissant, le vôtre. Écoutez, Édouard Glissant est la pièce que j'ai écrite, par exemple, qui s'appelle Rossandi, a été créée le jour de la mort d'Édouard Glissant en Guadeloupe, et je l'ai dédiée immédiatement à Édouard Glissant parce que Édouard Glissant, c'est un des penseurs contemporains les plus pertinents. Il nous vient de Martinique et encore une fois, la Martinique et comme les Antilles sont à la pointe d'une révolution de la pensée. Voilà, et on a perdu un grand poète, mais aussi un grand penseur. L'année des Outre-mer, avec tous ces auteurs, Polynésie, Guyane, la Martinique, la Réunion. Alors, votre sentiment? Le Salon du Livre, c'est très important pour les auteurs ultramarins, mais cette année, vous voyez bien que ça prend une dimension toute différente, puisque nous avons souhaité, dans le cadre de l'année des Outre-mer, mettre à l'honneur tous nos auteurs ultramarins. Et aujourd'hui, le ministère est fortement engagé avec le commissaire chargé de l'année des Outre-mer, Daniel Maximin, parce qu'on voit combien il est important de faire connaître nos auteurs ultramarins. On a certes des grands auteurs illustres comme Aimé Césaire, Édouard Glissant, mais il y a bien d'autres comme Gisèle Pineau ou Alain Foy ou Dewey Goroné de Nouvelle-Calédonie que je connais particulièrement. Et je crois que nos compatriotes métropolitains ont envie de connaître nos cultures ultramarines et nos auteurs ultramarins. Et donc, au moment où on parle beaucoup d'illettrisme, je crois qu'il faut redonner le goût à la lecture et c'est très important de faire connaître toute cette richesse que constitue l'outre-mer. Au-delà justement de ce salon de l'outre-mer, de tous ces écrivains que vous venez de citer, qu'est-ce qui est important à marquer pour l'année de l'outre-mer? Ce qui est important à montrer, c'est cette richesse et cette diversité des cultures, puisque au travers des écrits, ça nous permet de découvrir des paysages, ça nous permet aussi de découvrir l'histoire de ces territoires, la place qu'a pris les hommes et les femmes ultramarines dans l'histoire de France. Et je pense qu'au travers de la poésie, qui est un message qui nous permet de s'évader et de découvrir, même si on ne peut pas se déplacer, je crois que ça nous permet tous de découvrir ce que représente l'outre-mer pour la France. Madame la ministre, puis-je vous demander quels sont les auteurs, vos préférences? Alors, il y a les plus grands, bien évidemment, au moment où on parle d'Édouard Glissant, Aimé Césaire, d'autant qu'il y a 2 jours, j'ai visité l'exposition au Grand Palais, mais j'aime beaucoup Gisèle Pineau, Patrick Chamoiseau, j'ai lu Texaco, donc il y a bien des auteurs, et puis on ne parle pas assez de la bande dessinée, parce que dans ce domaine, nos auteurs ultramarins font des choses très intéressantes pour nos jeunes. Et au moment où il faut lutter contre l'illettrisme, ça peut être une approche intéressante pour aborder la question de la lecture. Simone Schwarzbart, bonjour. Bonjour. L'Étoile du matin d'André Schwarzbart, édition Le Seuil 2009. Vos œuvres sont imprégnées de l'Afrique, de la Caraïbe et de l'Europe. Un plat de porc aux bananes vertes, histoire des exils antillais et juifs en miroir. En 1972, Simone, vous avez écrit seul, bien évidemment, Pluie et vent, qu'on connaît, puisque ça a été un chef-d'œuvre, et encore aujourd'hui considéré comme une œuvre littéraire caraïbéenne. En septembre 2006, vous avez été promu au grade de commandeur dans l'ordre des arts et des lettres. Pourquoi ce livre? Ce livre, parce que c'est un inédit, et que tout simplement il y a une espèce de convocation de l'auteur, André, à moi-même, pour que paraisse après sa mort ce livre qui est un joyau et qui est une espèce de conte acidique voilà, qui reprend ses thèmes initiaux, c'est-à-dire le même que celui avec lequel il avait eu le prix Goncourt, le dernier des justes. C'est la continuation, tout simplement. Dans quel esprit vous avez écrit L'Étoile du matin, ce voyage, justement?
je n'ai pas écrit, je me suis contentée tout simplement d'amener le texte au jour à l'éditeur qui tout simplement fait son chemin. C'est un conte hassidique qui nous parle des merveilles de cette civilisation démantelée par le nazisme, mais qui en même temps nous emmène aussi aux réalités futures, à des prédictions, à des prophéties et qui aboutit à notre siècle. Vous avez eu le sentiment d'avoir accompli cette mission, puisqu'à un moment vous parlez de mission? Oui, j'ai le sentiment tout simplement d'avoir fait en pointillé ce que l'homme me dictait d'accomplir. Oui, j'ai vraiment ce sentiment. Que faut-il retenir de cette histoire? Il faut retenir de cette histoire que tout est possible, qu'il y a eu cette espèce d'absurdité de l'Holocauste, puisque des gens ont été massacrés sans grand bénéfice pour qui que ce soit, tout simplement, et que tout est possible. On le voit maintenant avec les dictateurs, avec cette espèce de révolution aussi des peuples, avec aussi ce réveil de la nature. Toutes sortes de malheurs sont possibles, que tout ce qui nous poursuit en tant qu'humains ne nous a pas encore atteints. Nous rendons hommage à Édouard Glissant. Pour vous, c'est? Pour moi, c'est capital. Rendre hommage à Édouard Glissant, c'est rendre hommage tout simplement à l'homme antillais, unique et universel en même temps. C'est cette voie-là qu'il nous laisse et c'est une voie humaniste que nous ne pouvons que suivre. Roland Brival, bonjour. Bonjour. L'Ensauvager, éditeur Ramsey 2007. Vous êtes critique littéraire, homme de théâtre, compositeur et chanteur de jazz. Vous revendiquez un art résolument métis, difficile de vous lire sans esquiser un pas de danse avec votre dernier CD, Vol de nuit. Donc on va parler de L'Ensauvager, un voyage initiatique dans un décor exotique. Quel est ce décor et ses couleurs, Roland Brival? Eh bien, l'exotisme, en fait, c'est plutôt du point de vue de ce que nous sommes en tant qu'insulaires, puisque le roman se déroule en Bretagne. Mais qu'il fait en même temps référence à des situations qui se déroulent en Haïti. Donc voilà, on fait un parcours, une grande trajectoire. Un sombre passé, un mystère du personnage à la lecture des premières lignes. Alors quel est ce mystère? Bien, c'est l'histoire d'un Cubain, en fait, qui a été balle zéro, c'est-à-dire qui a joint les côtes de la Floride sur les radeaux improbables que l'on connaît, et qui ensuite va grandir dans l'univers des bateaux, de la mer qu'il ne veut pas quitter. Et voilà qu'à l'occasion d'un tour du monde dans lequel il s'est lancé pour un peu aller à la rencontre des choses de la vie, il finit à cause d'une tempête qui le frappe au large des côtes de Gascogne, il finit par atterrir dans un petit village normand et où il ne pense rester que 2 ou 3 jours pour une petite escale, mais cette escale va se transformer en rendez-vous total avec sa propre vie, avec son passé, et notamment avec une histoire qui lui est arrivée en Haïti et qui l'a marqué d'une cicatrice qui est absolument indélébile. Vous abordez les thèmes, l'exil, le racisme, l'évasion et les croyances mystiques, vaudouisme. Quelle recherche pour L'Ensauvager? Pour L'Ensauvager, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que, au fond, ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé intéressant de ce point de vue-là, c'est de confronter les regards d'une société, par exemple, comme Haïti, où la spiritualité, les esprits, les superstitions sont très présentes, avec le monde de la Bretagne, où il y a également des choses qui appartiennent à ce niveau, c'est-à-dire des superstitions, des croyances, même s'il n'y a pas tous les rituels vaudouisants, mais il reste quand même des traces d'un monde, ce monde invisible, qui fait finalement le lien entre ces deux continents. Nomade, solitaire, enchaîné par les démons de son passé, il rencontre l'élu. Que va-t-elle lui faire découvrir? Elle va lui faire découvrir que la vie finalement n'est pas si simple. Elle va lui faire découvrir ce qu'est la grande leçon de l'existence dans la rencontre avec l'autre. Lorsqu'on est homme, on rencontre avec la femme. Lorsqu'on est femme, on rencontre avec l'homme. C'est que l'un et l'autre ne sont que les deux moitiés d'une même médaille, les deux moitiés d'un même visage, et que les réunir pour faire une unité n'est pas forcément une chose facile. Dans la construction et dans le squelette de votre roman, il y a ce sentiment de fatalité, la présence de la religion. Et effectivement, pourquoi on est face à son destin dans votre écriture?
Parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre lieu où le rendez-vous peut être le plus fécond, le plus fructueux que celui que propose la littérature, dans la mesure où il participe à la fois du bouillonnement constant de l'existence, des pensées, etc., et en même temps qu'il vous offre un certain recul qui vous permet à tête reposée de réfléchir aux choses qui sont en train de bouillonner en vous, quoi. Donc on écrit et on lit pour mieux préciser la trajectoire de ses propres vies, en somme. L'ensauvager serait peut-être vous, le narrateur, Roland Brival? Ah, il est certain que l'ensauvagement est une pratique que je cultive depuis longtemps. J'essaie de le faire en toute humilité et aussi en toute harmonie, parce qu'il ne s'agit pas de vouloir se retirer en demeurant hostile au monde, mais c'est qu'il est nécessaire de cultiver l'ensauvagement parce que l'écriture participe aussi d'une certaine forme d'innocence, de virginité face aux choses qu'il ne faut pas perdre. Alors pour ne pas la perdre, je m'ensauvage. Hommage à Édouard Glissant, et vous? Oui, mais de toute façon, Édouard Glissant, il y a des anecdotes. Nous avons aussi eu un parcours, une rencontre. Édouard Glissant a été le lecteur de mon premier manuscrit, Martinique des Cendres, et celui qui m'a encouragé à persévérer dans le monde de l'écriture. Donc je lui dois déjà ça, sans parler de tout le travail qu'il a construit, bâti, et qui fait partie aussi des trajectoires sur lesquelles je m'appuie pour mon propre univers. Donc Édouard Glissant, grande pensée, grand maître, et voilà, et souhaitons que cette œuvre féconde continue sa traversée des siècles et qu'elle puisse continuer à nous inspirer, tout simplement. Ernest Pépin, bonjour. Bonjour. Le soleil pleurait. Édition Vendailleur 2011. Écrivain incontestable de la créolité, Ernest Pépin, vous marquez la littérature caraïbéenne par votre façon moderne d'aborder cette identité issue de multiples cultures. Le titre de ce roman, de votre roman, m'interpelle. Il y a comme une métaphore des mots et du temps. Comment l'expliquez-vous? Effectivement, c'est un titre qui essaie d'évoquer la tristesse, la tragédie d'une situation, la situation haïtienne. J'ai écrit ce roman avant le tremblement de terre, mais j'ai toujours été sensible à Haïti, puisque comme j'ai coutume de le dire, Aimé Césaire, en écrivant du roi Christophe, m'a légué Haïti, et Haïti a toujours hanté ma mémoire et mes préoccupations. J'ai voulu concrétiser tout cela dans ce roman Le Soleil pleurait, qui est l'histoire d'un drame d'une fille qui est kidnappée parce qu'elle est mulâtresse, et parce qu'on croit que parce qu'elle est mulâtresse, elle est d'origine aisée. Et finalement, sa mère va se battre pour payer la rançon, pour essayer de sauver sa fille, jusqu'au moment où elle va même se prostituer. Et dans toute cette affaire, il y a une métaphore de l'histoire d'Haïti, effectivement, et de l'espace, puisqu'il y a une évocation des paysages, notamment du petit village de Paulette que j'avais visité, mais aussi de l'arrière-fond historique d'Haïti, on dira de Toussaint Louverture à Jean-Bertrand Aristide. Le narrateur que vous êtes se joue l'avocat du diable entre la vérité et le mensonge pour raconter l'histoire que vous venez de dire, mais au-delà de cette histoire, pourquoi ce mensonge? Eh bien, il y a une expression que j'aime, qui n'est pas de moi, que le roman, c'est le mentir vrai. Expression paradoxale qui veut dire qu'on oscille toujours entre une vérité, un effet de vérité, et finalement une création. C'est ce que j'ai essayé de faire avec ce narrateur, qui est bien particulier parce qu'à la fin, il rentre dans le roman comme personnage et va jusqu'à faire l'amour avec l'héroïne qui s'appelle Marie-Soleil. Les femmes haïtiennes, qu'est-ce qu'elles ont de particulière dans leur façon d'être, dans leur façon de penser, cette mentalité? Je pense que ce sont des gens qui ont vécu une situation très difficile depuis notamment l'indépendance, puisqu'Haïti a toujours été bousculé par l'histoire, et qui ont appris à être des sortes de mères courage, et qui ont appris à avoir en même temps une hypersensibilité, ça se voit dans le chant, dans la danse, je ne parle même pas de la peinture. Et dans ce roman Le Soleil pleurait, il y a vraiment une page où volontairement je rends hommage à la femme haïtienne, à son rapport à la cuisine par exemple, les plats qu'elle sait cuisiner, qu'elle maintient, son rapport à la vie également, et son rapport aussi à la spiritualité, parce qu'il y a des prêtresses mambo, il y a les adeptes du vaudou, il y a les gens qui, sans être adeptes d'une religion, d'une croyance, entretiennent avec le réel
une dimension qu'on a appelée d'ailleurs merveilleuse en littérature. Donc tout cela est ramassé dans ce roman parce que c'est fidèle à ma conception des choses. Nous rendons hommage à Édouard Glissant et vous-même. Alors, Édouard Glissant, vous savez, est une grande perte, je ne cesserai de le répéter. J'ai eu un compagnonnage avec lui de plus de 20 ans, puisque j'étais membre du jury du prix qu'il a créé, le prix Carbet de la Caraïbe. Et chaque année, on se revoyait en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane. Mais au-delà de cela, j'ai partagé avec lui beaucoup d'aventures littéraires et il m'a beaucoup apporté. Il m'a enseigné notamment à ne pas fétichiser la racine unique, comme il disait, pour aller vers une racine multiple, c'est-à-dire comprendre notre dimension caribéenne qui est faite de diversité et comprendre aussi les conséquences que ce regard de la diversité, cette prise en compte peut avoir sur notre lecture de nous-mêmes, sur notre littérature, mais aussi notre relation, puisque c'était son terme fétiche, relation avec les autres et avec le monde, avec le tout monde, comme il disait. Ernest Pépin, je crois que vous lui avez adressé une lettre à Édouard Glissant. Est-ce qu'on peut avoir quelques phrases de cette lettre? Je n'ai pas en mémoire les phrases de cette lettre, mais je sais que j'ai adressé un poème où à la fin je le comparais au rocher du diamant, où je disais que le rocher du diamant allait prendre désormais la forme du visage d'Édouard Glissant. Mais je lui ai écrit souvent, tout n'est pas publié et tout n'est pas publiable, parce qu'on avait un rapport assez personnel, mais effectivement j'ai essayé de démontrer qu'en fait, il avait devant lui deux choses, deux montagnes à soulever. La négritude qui était une force très puissante, et également la vision occidentale du monde. Et il a su effectivement, avec ces deux montagnes devant lui, créer son univers personnel, qui est celui de la créolisation, qui est celui du tout monde. Et l'antianité aussi d'Édouard Glissant? L'antianité qui a commencé avant, évidemment, la créolisation, avant tout le monde, qui, selon moi, rapatriait le débat. Pourquoi je dis rapatrier le débat? Nous nous sommes cherchés en Europe avec le doudouisme. Nous nous sommes cherchés en Afrique avec la négritude. Édouard Glissant, progressant sur toutes ses pensées, dit voilà, il faut qu'on se cherche dans la Caraïbe, dans notre lieu. Et ça, c'était important. Il serait intéressant qu'on puisse lire ce poème. Alors, est-ce qu'il y a un site auquel on a accès à ce poème? Je pense le site Île en Île. Je ne peux pas donner d'autres sites puisque je n'ai pas encore fait de site personnel. Mais enfin, je crois qu'en tapant Ernest Pépin, on va le trouver puisqu'il est paru. Il a été diffusé par diverses personnes, je dirais, sur des sites différents. Merci. Facebook peut-être, sans faire de publicité.